Je vois juste lui faire comprendre que ce qu'il veut lire, c'est toujours un vieux livre. Ça parle, quand ils disent vieux, c'est pas parce que la couverture est vieille, c'est que ça parle des choses de 1940. Ben, moi, par rapport à ces commentaires-là, il faut juste dire que c'est un aveu d'analphabétisme. Et c'est tout. Moi, je l'ai toujours dit ici, la colo, qu'on a malheureusement ce problème-là, qu'on avait trop d'analphabètes. Et l'analphabète, ce n'est pas celui qui ne connaît pas lire et écrire, de nos jours en tout cas. L'analphabète, c'est celui qui est réfractaire, justement, à tous ces enseignements-là. Totalement Ok. réfractaire. Pour entrer dans le sujet, qu'est-ce que tu peux me dire de la guerre d'Indochine en, Ouh, en, en 5 minutes? regarde, ouh, je n'ai pas d'éléments écolo. Comme il perd le temps, je dis ma part en 5 secondes. Je Ce n'ai que pas moi je d'éléments. sais de la guerre d'Indochine, c'est que la France a perdu. Point à la ligne. Pardon. C'est que quoi? C'est que la France a perdu. Point à la ligne. C'est tout ce que tu sais. Mais j'ai déjà résumé. Je t'ai dit que j'ai dit en 5 secondes. Ok. Je ne me rappelle plus. Tu te rappelles plus. J'ai quand même lu quelques éléments dessus. Je vais me rafraîchir la mémoire, c'est sûr. Vas-y, Colo. La vérité, c'est que chaque Camerounais qui s'intéresse de l'histoire de son pays doit forcément connaître une grande partie de l'histoire d'Indochine. Parce que les deux histoires sont liées. Quand on parle de la DGR, la DGR, c'est une doctrine qui a été appliquée en Indochine puis ramenée chez nous. Donc, c'est important de savoir ce qu'ils avaient fait en Indochine et pourquoi la France avait perdu en Indochine, comment la France s'est retrouvée chez nous à appliquer la DGR. Ouais. Donc, en quelques pages, je vais entrer dans. Vous allez certainement écouter des choses que vous n'avez jamais su, parlant de la guerre d'Indochine, mythe fondateur de la doctrine de la guerre révolutionnaire. Vous allez sûrement écouter des choses et vous allez vous dire, mais comme je dis souvent, tout ce qu'on trouve sur Google et autres, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Donc, confronté en mars 1945 à l'invasion de la colonie française d'Indochine par les troupes japonaises, le gouvernement de la France libre, sachant qu'il serait illusoire de chercher à y maintenir une administration coloniale étant donné le rapport de force avec le Japon, a alors pour objectif principal d'y préserver une présence militaire, même symbolique. Celle-ci permettrait d'affirmer vis-à-vis des Alliés une participation à l'effort de guerre, comme l'expliquera dans ses mémoires Charles de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire de la République française. Je cite, « C'est notre devoir, comme notre intérêt, de participer le plus activement possible aux opérations menées pour chasser les Japonais d'Indochine. » Donc, nous avons là des impérialistes qui se font la guerre entre eux. Ce n'est pas comme si la France chasse le Japon d'Indochine pour proclamer l'indépendance de l'Indochine. C'est qu'on veut juste... Donc c'est que le plus fort va devenir le colonisateur. Bien. L'absence de contingent français ne manquerait pas en effet de donner libre cours à des revendications chinoises, à des prétentions américaines, voire à des critiques anglaises. L'objectif était de rétablir l'autorité coloniale sur la péninsule indo-chinoise, bientôt intégrée à la nouvelle figure de l'Union française, avatar institutionnel de l'empire colonial défini en avril 1946 par l'Assemblée constituante de la 4e République. Sur le terrain, cette volonté de maintenir la présence militaire française s'est traduite par deux types de maquis, dont le maquis n'a pas commencé au Cameroun. Parce que quand on appelle les duplessis maquisards, certains pensent que c'est péjoratif et qu'il ne faut pas les appeler maquisards. Non. Les plus grands historiens nous ont fait comprendre que les Camerounais
de l'UPC étaient des maquisards et que ce n'était pas péjoratif. Parce que, en bon français, le maquis définit juste la position qu'avait obtenue, en tout cas, la position qu'avaient prise les indépendantistes camerounais après que l'UPC avait été déclaré illégal. Ils étaient entrés en brousse, ils n'étaient pas restés en ville. Et quand ils étaient entrés en brousse, non? Bien sûr. Voilà. Donc, ils étaient entrés au maquis. Donc, le mot a sa place. Tout à fait. C'est le nom d'un milieu. Le maquis, c'est le nom d'un milieu naturel, normalement, qu'on a utilisé. Oui. C'est ce qu'on appelle communément la brousse. Les uns n'étaient que le regroupement de troupes en débandade. Les autres se voulaient l'embryon d'une résistance organisée par les forces spéciales. Alors, ça nous amène à parler de la référence des éphémères maquis français d'Indochine en 1945. Sous l'autorité de l'amiral Jean Decoux, qui est né en 1884 et qui est mort en 1963, la France de Vichy avait gardé le pouvoir formel sur ses colonies d'Indochine, toutefois contrôlées de facto depuis septembre 1940 par le gouvernement japonais. En mars 1945, ce dernier incite des dirigeants nationaux à proclamer l'indépendance, ainsi celle du Vietnam par le prince Bao Dai, lui qui était né en 1913 et qui est mort en 1997. Donc, ainsi celle du Vietnam par le prince Bao Dai et celle du Cambodge par Norodom Sihanouk, lui qui était né en 1922 et qui est mort en 2012 récemment. Tandis que les troupes japonaises, fortes de quelques 65 000 hommes bien armés, attaquent les Français, dont nombre de soldats, entre parenthèses, 50 000 à 60 000 hommes mal équipés et très dispersés sur la péninsule, sont faits prisonniers ou tués. Une partie parvient cependant à échapper au coup de force et essaye, malgré le sauve-qui peut généraliser, de se rassembler en maquis pour répondre à la directive générale de maintien des forces françaises, dont les Français étaient les premiers à entrer au maquis, pas les UP6. Donc, ce sont n'importe qui, il entre au maquis. Ce sont tous les premiers maquisards. C'est que l'histoire est comme ça. Quand tu ne connais pas l'histoire, tu vas croire Tu connais la formule bête qu'on dit souvent, c'est celui qui dit qui est là. La formule enfantine, c'est ça. Ils ont toujours appliqué ça. Si tu ne connais pas l'histoire, tu vas penser que ce qui vous arrive, vous êtes les premiers à subir ça. Par exemple, l'esclavage, j'ai toujours dit aux Noirs, sachez que les Blancs avaient commencé à faire l'esclavage entre eux. Hein. C'est pas parce qu'ils cachent pour eux, ils viennent seulement parler de pour nous. Colo, la Révolution française, c'était pourquoi? C'était pour arrêter l'esclavage en France. Il y avait le servage en France à la Révolution française. C'est après la Révolution qu'on a arrêté avec les trucs de servants et tout ça. Parce que certains, quand ils parlent des Noirs et l'esclavage, c'est une façon de les rabaisser qu'ils étaient des esclaves. Alors qu'eux-mêmes, ils ont vécu dans l'esclavage pendant des décennies et des décennies. Et je ne cesse de leur rappeler ça souvent. Parce que tout ce que vous allez faire ailleurs, c'est ce que vous avez subi d'abord vous-même. Et justement, c'est pour ça que les Africains sont les seuls, je dirais même la race noire, est la seule qui ne sait pas s'en servir de son passé pour devenir fort. Qui ne sait pas se servir de son passé pour devenir fort. On s'apitoie sur son sort et on remet tout dans les mains de Dieu. Mon frère, moi, s'il n'y avait que moi là, c'est que les Africains, c'est qu'en Afrique, on ne forme que des révolutionnaires, gars. C'est qu'en Afrique, on ne forme que des gens qui n'ont pas de sentiments. Parce que les histoires que vous faites en Afrique, vous racontez comment
vous êtes des gens de paix, vous êtes des gens bien, vous êtes ceci. Ça, c'est pour vous. Le monde, ce n'est pas ce genre de monde-là, ce n'est pas dans ce genre de monde dans lequel nous vivons. Mais ces maquis sont rapidement réduits, car la répression japonaise est incapable et les hommes qui les composent ne sont pas entraînés à ce type de combat. La répression japonaise est implacable et les hommes qui les composent ne sont pas entraînés à ce type de combat. En définitive, loin d'une guérilla organisée, ces cadres parviennent au mieux à survivre sur le territoire. Cette expérience maquisate, malheureuse, de l'armée traditionnelle, entre parenthèses, celle des forces coloniales en poste, a probablement alimenté la méfiance que garderont par la suite nombre d'officiers envers les tentatives de former directement des maquis. Toujours dans l'objectif général de participer à l'effort de guerre, la France libre envoie à la même époque une vingtaine d'équipes parachutées pour former ou rallier des maquis locaux. Très peu d'hommes, environ 60, tous issus des forces spéciales Jedburgh et SAS principalement. Le programme fait partie des objectifs de la force 136, entre guillemets, unité asiatique du SOE britannique. À partir du début de 1945, ils sont parachutés essentiellement au Laos. Leur mission ne diffère pas de celle menée en France quelques mois plus tôt. Entre guillemets, préparer un éventuel débarquement, constituer des cadres d'armes, constituer des caches d'armes et des vivres, contacter les populations et les motiver contre l'ennemi, constituer des commandos de partisans, instaurer un climat d'insécurité, entre parenthèses, embuscade, sabotage, noyautage. Mais peu nombreux et mal équipés par des parachutistes précaires, les maquis ralliés aux Français sont essentiellement occupés à échapper aux troupes japonaises plutôt qu'à les harceler. De plus, ils doivent évoluer dans une situation politique changeante et extrêmement complexe, constituée pour affronter l'occupant japonais. Une fois celle-ci défaite, celui-ci défait après les bombardements atomiques d'août 1945, ils s'affrontent bientôt aux indépendantistes coalisés par le Viet Minh, organisation politique et paramilitaire créée en 1941 par le Parti communiste vietnamien dirigé par Ho Chi Minh, qui était né en 1890 et qui est mort en 1969. Donc, dirigé par Ho Chi Minh et alors soutenu par les services états-uniens, l'OSS. Qu'est-ce que ça vous dit déjà? Christian, qu'est-ce que tu reviens faire ici? En fait. Quand on ne parle plus des sujets qui vous intéressent, vous disparaissez et vous partez là où on va saboter le travail qu'on fait. Comme ça. Ok. Kana, qu'est-ce que ça te dit déjà? L'OSS, là, c'est quoi? Moi, je ne connais pas l'OSS. C'est l'ancêtre de la CIA. Exactement. Ouais. Tu es vigilant. En tout cas, tu suis bien les lectures. Et tu as d'autres connaissances aussi. Un bon élève. Il a peu de femmes. Ouais. Donc, on te fait comprendre ici, donc déjà, on peut résumer quoi, Kana, que les Japonais perdent au Vietnam parce qu'ils ont été bombardés, parce qu'ils ont reçu la bombe nucléaire. C'est ce qui les a affaiblis. Sinon, il n'y avait rien à faire. Exactement, parce que la bombe atomique les a réduits. Maintenant, on sait bien qui avait lancé la bombe atomique, hein? C'est le général MacArthur et ses amis. Donc ce sont les Américains. Et là maintenant, si les Américains ont bombardé les Japonais,
Qui occupe le terrain alors? Sorti du maquis. La France peut sortir du maquis. Ok. La France peut sortir du maquis. Et quand la France sort du maquis, elle fait quoi? Elle cherche à s'imposer, non? Bien sûr. Bien Mais sûr. comment ça se fait que la France a alors perdu la guerre en Indochine? La lecture nous dira. En fait, ce n'est pas une perte, c'est juste un abandon. Et Non. quel genre d'abandon la France a perdu? Déjà d'abandon. Non, mais quand je vois un peu ça là, je me dis, Non, la France a perdu. l'intérêt. Moi, je veux qu'on lise. C'est pour ça que moi, je ne veux pas trop m'avancer. J'aime voir le film Oui, pas à mais pas. oui, je suis pas à pas, mais moi, C'est une partie très intéressante. oui, la lecture de Colossi est tellement intéressante parce que ça fait écho avec la géopolitique actuelle. Donc, quand on parle de actuel, je dis il y a cela quelques jours, quand le président américain est en train de négocier avec les Chinois. Là, il est en train de négocier actuellement avec les Chinois. Et les Chinois sont très, comment on va dire, sont très, très réceptifs. Je comprends maintenant pourquoi ils sont très, très réceptifs. Ça, c'est des collaborations ad hoc et obscures qui datent de très, 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 très longtemps. Je vous ai déjà dit que ce sont les Américains qui fournissaient les de bombes temps. nucléaires à la Chine. Déjà, le fait que ce sont les Américains qui avaient commencé le programme nucléaire chinois à l'époque où la Chine était communiste et les Américains capitalistes, ça ne vous dit rien? Ça veut dire que la Russie est dans le pain, en tout cas, où Poutine sait. Non, non, ça veut juste dire que ce sont les Africains qui analysent la géopolitique avec les émotions. Ouais. Ils vont remplir les planètes TikTok et les plateaux télé. Ils vont vomir les intestins, ils vont raconter les choses et ils vont être sûrs qu'ils maîtrisent. Alors que tout ce qu'ils ont devant eux, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. C'est pour ça que la question que je viens de poser, elle est importante. Si les Américains ont bombardé le Japon s'est retiré du Vietnam. Mais comment ça se fait que la France aussi a abandonné cette zone-là, donc l'Indochine, le Vietnam, le Cambodge, tout ça? Alors que la France devait maintenant sortir du maquis et occuper la zone. Kana a dit qu'il ne veut pas s'aventurer, il a raison. Parce que c'est un terrain glissant, tu risques de dire des choses. Et après, parce que comme toi tout à l'heure, tu étais convaincu qu'ils ont seulement abandonné. Non, ils ne peuvent pas avoir abandonné. Est-ce que les impérialistes n'abandonnent pas une zone comme ça? Une zone de trésor? Non. Ok, continuons, on va avoir certainement quelque chose. Au moins, à terme, la principale réussite des maquis français de 1945 en Indochine a été le ralliement d'une partie de certaines minorités, notamment les Thaïs et surtout les Hmong. Ces derniers ont constitué l'essentiel des maquis organisés par les forces spéciales. Ce ralliement s'explique d'abord du fait d'un conflit interne entre deux clans, les Hmong et Laos, ceux de Lo et Li. Donc, à l'interne déjà, il y a un problème. Donc, il y a deux clans, il y a déjà à l'interne qui se combattent. Et c'est souvent là où Comme toujours, non, colon. C'est toujours là où les impérialistes profitent. Donc, on divise pour mieux régner. Et pour diviser, pour mieux régner, il faut connaître la monographie. Comme quelqu'un disait, il faut connaître les tensions et les problèmes qu'ils ont eu avant. Les premiers, c'est-à-dire les lots. Dirigés par Fédan Biayao. Il faut comprendre que c'est un nom indo-chinois, donc c'est pas facile de lire. Les premiers, c'est-à-dire dans les Thaïs là, ou entre guillemets, les gens du clan Lo. Alors dirigé par Fédan Lo Biayao, qui est né en 1910 et qui est mort en 1996. Futur vice-président de l'Assemblée nationale du
du Laos, collabore avec les Japonais, puis rallie le Viet Minh. Si bien que les seconds, dont le leader est Tubi Li Fung, ou Tubi Li Fong, qui est né en 1917 et qui est mort en 1979, optent pour les Français. Donc, il y a un camp qui rejoint les Japonais, l'autre camp, les Français. Ça vous rappelle un peu quelque chose de l'histoire du Cameroun? Rien? Ça ne vous rappelle rien? Mais non, moi, si je dois parler de l'histoire du Cameroun, je parlerais plutôt, en fait, ça ne serait pas deux pays différents, mais plutôt le même pays, à savoir, il y avait naturellement les pro-français, les personnes qui pensaient même qu'il fallait impérativement que, par exemple, les colons, d'une manière générale, restent, tandis qu'il y avait un autre camp qui revendiquait le départ immédiat. Donc, mais Non, là, c'est- c'est suffisant, c'est pas deux camps clairs de deux pays non. différents. Il s'agit d'un même pays, comme c'était le cas du Cameroun. Mais sauf qu'un camp avait choisi euh, un- l'autre colon et un autre camp, un autre colon. Comme ça a été le cas au Cameroun. Moi, la crise anglophone, je ne voudrais pas pour les deux, Non, c'est pas, puisque non, ce n'est pas ça, c'est pas la crise anglophone, c'est loin de là. L'histoire entre les Français et les Allemands en Cana. Les Douala voulaient le retour, les Bassa voulaient le retour des Allemands. Les Douala choisissaient les Français. Tu comprends? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu ça. Il y a eu ça. Oui. À l'époque, il y avait vraiment deux camps au Cameroun. Les gens qui, donc au moment où les Français et les Anglais, dans les forces coalisées, venaient envahir le Cameroun pour chasser les Allemands, il y avait les gens qui se battaient du côté des Allemands et ceux qui se sont battus du côté des Français. Vous ne saviez pas ça? Il y a les gens qui voulaient que les Allemands restent. Ce sont ces gens-là que les Français Moi, Oui, vas-y. mon analyse sur ce point est que lorsque, par exemple, on est sous administration ou bien sous colonisation, parce qu'administration, là, c'est vraiment réduit les termes, mais lorsqu'on est sous colonisation allemande et que la guerre éclate, la guerre mondiale éclate, et que la France et l'Angleterre sont en train de pousser pour chasser l'Allemagne de ses différents territoires, je pense que c'est presque une réaction, entre parenthèses, normale, que par exemple les personnes, les Camerounais, qui à ce moment-là occupaient des fonctions ou étaient en train de servir le colon allemand, c'est tout à fait normal qu'une partie va certainement continuer à se battre aux côtés de ce colon allemand-là. Bon, parce que voilà, parfois on n'est pas déjà sûr que les Allemands vont par exemple perdre. Donc, ils vont majoritairement continuer à être de ce côté-là jusqu'au jour où les Allemands, par exemple, vont être vaincus et que chacun va déposer ses armes. Mais tu pourrais aussi dire pareil en Indochine parce que il y avait les gens qui travaillaient avec les Japonais. Donc quand la France vient combattre les Japonais, il y a ceux qui pouvaient trouver que leur intérêt était auprès des Japonais. C'est pas la même chose. Bien sûr, on peut faire un parallélisme de forme et opposer la situation aussi sur... Oui. La réalité, c'est que les Douala, par exemple, pour les questions de terre, parce que tout leur problème est lié à la terre. Pour les questions de terre, les Douala étaient prêts à tout pour que les Allemands reviennent. Et qu'est-ce que j'ai dit? Non, pour que les... Ouais. Non, ils étaient prêts à tout pour que les Français s'installent, c'est ce que je veux dire. Pendant que les Bassa préféraient les Allemands. Parce que ce que les Français ont fait au Bassa, mon frère. Ouais, c'est ça. Donc tu comprends. C'est un peu ça. Là-bas, Est-ce que tu peux ouvrir une petite parenthèse pour donc clairement... En fait, puisque si tu parles de terre, quelle était l'approche des terres par les Allemands et par les Français qui faisait que les Bassa soient d'un côté et les Douala d'un autre? Est-ce qu'il y avait déjà eu un conflit terrien entre les deux Non. communautés? Bon, oui.
il y a toujours eu cela. N'oublie pas que les Douala au départ ne sont pas camerounais en réalité. Ce sont les gens qui sont venus. Et quand ils sont venus sur ce territoire, il y avait les Bassa. Ok. Ils s'installent, ils développent l'impérialisme. Donc ils repoussent les Bassa et les envoient de l'autre côté du Japon là. Ils prennent les terres. Or, ça si je reviens très loin en arrière, mais parlant de la période de 1900 par là, on va se rendre compte que les Allemands vont exproprier les terres des Douala. Tu comprends? Donc, ce problème d'expropriation, c'est même ça qui va pousser Rudolf Douala Mangambel, par exemple, en tout cas, au genre de contestation qui avait conduit à sa mort. Donc, il revendique les terres. Ouais. Dans l'histoire du Cameroun, partout où un Douala est intervenu, ça a toujours été une histoire de revendication de terre. Je dis partout. Donc, du coup, quand les Français arrivent, les Douala sont convaincus que comme les Français chassent les Allemands là, ils pourront retrocéder, ils pourront rentrer en possession de leur terre. Sauf que les Français ne se mettent pas à le faire. Tu vois. Du coup, à un certain moment, par exemple, Alexandre Doumbé Douala Mangambel, les Français l'utilisent pourquoi? Les Français réussissent à l'utiliser contre l'UPC ou contre le mouvement nationaliste. Parce que lui, connaissant, sachant qu'il avait un goût de vie épicurien, on va saisir, on va un peu confisquer ses biens, les immeubles qu'il avait, les terres et tout ça. Et on va les laisser dans l'Ngémé. Là maintenant, on va commencer à lui donner un peu les dos pour continuer à jouir comme il aimait la jouissance. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire de lui le bon diable. Et il va venir, il va sortir maintenant convaincre le peuple que non, lui il est anticolonialiste, il est contre les Français. Et quand les Camerounais vont s'allier derrière lui, il va maintenant sortir son vrai visage. Donc, Oumniobé, avant de se rendre compte, donc il se rend compte que plus tard que Alexandre Doumbé Douala Mangambel était même plus francophile que tous les restes des Camerounais. Tu vois un peu. Alors que Oumniobé, c'est celui qui avait demandé qu'on fasse confiance à Alexandre. Alors que Alexandre n'était autre que le bon diable. Tu vois, par exemple. Donc, avec l'histoire des terres et autres, on les tenait. Ils ont fait un mauvais calcul. C'était leur seule activité lucrative. Tu dis quoi? Non, j'ai dit ils ont fait un mauvais calcul. En considérant qu'ils vont soutenir les Français, par la suite ils vont récupérer les terres, mais ça n'a pas été le cas. Oui, ça n'a pas vraiment été le cas. Donc les Français se sont mis à utiliser cette faiblesse-là en tout cas pour les avoir de leur côté. Bon, si je reste là trop dessus, là-dessus, ça va tuer tous. Ça va prendre beaucoup plus de temps sur ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc on pourra revenir sur ça quand c'est une partie du livre c'est une partie qui s'explique bien dans le mouvement nationaliste du Cameroun. Ce livre d'or qui nous a coûté une bagatelle somme de $900. J'étais à quel niveau, hein? Ok, ouais. Je disais que ces choix circonstanciels des deux dirigeants pèsent lourd dans l'histoire des monts
puisqu'ils ne cessent dès lors d'être en guerre pour ou contre un belligérant occidental ou un autre, au moins jusqu'au retrait états-unien de la guerre du Vietnam, plus de 30 ans plus tard, alors que la plupart des mondes souhaitent une position de neutralité. Côté français, ces expériences maquisardes, peu concluantes, sont délaissées dès que l'armée est en mesure d'envoyer un corps expéditionnaire, au grand regret de Jean Sassy. J'ouvre les guillemets, la reconquête de l'Indochine entamée par le général Leclerc en octobre 1945 relève de tactiques et de techniques de guerre conventionnelles avec champs de bataille et mouvements de blindés, alors que le Viet Minh pariait déjà tout sur la guérilla, entre parenthèses, l'enseignement des J-Bug américains de l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA. Écoute bien cette partie. Ça va t'amener à comprendre ce qu'on disait tout à l'heure. La reconquête de l'Indochine entamée par le général Leclerc en octobre 1945 relève de tactiques et de techniques de guerre conventionnelles avec champs de bataille et mouvements de blindés. Alors que le Viet Minh pariait déjà tout sur la guérilla, le commandement français demeurait englué dans des concepts obsolètes ou inadaptés. La guérilla ou guerre insurrectionnelle que nous avions apprise, subie et menée n'était pas rentrée dans les mœurs de l'état-major. Donc on ferme les guillemets. Sassy a été parachuté à quelques mois de distance en France, puis en Indochine, avec, de son point de vue, la même mission, c'est-à-dire s'appuyer sur une partie de la population locale et choisir, puis former des hommes à la guerre subversive. On entre encore dans terreur et séduction. Donc, il avait comme stratégie de s'appuyer sur une partie de la population locale et choisir, puis former des hommes à la guerre subversive. On vous utilise contre vous, contre vos frères. Un peu comme le cas du RPC dans la partie ouest du Cameroun. Le RPC, vous savez c'était quoi le RPC, non? Le Rassemblement du peuple camerounais, composé en majorité par les chefs traditionnels bamileke qui étaient hostiles à l'UPC. Ouais. N'oublions pas que le RPC avait failli lyncher Abbé Kingue, qui était lui-même bamileke et qui était obligé de se réfugier dans un commissariat dirigé par l'administration coloniale. Donc, il s'est retrouvé en danger auprès de ses frères. Il a été obligé de se réfugier dans les mains de celui qui combat. Vous comprenez à quel point on peut vous monter les uns contre les autres. C'est l'histoire du Cameroun, gars. Ouais. J'ai... Ok. Parfois, quand je reviens, parfois, c'est encore difficile de trouver là où j'étais. Bien. Pour lui, il n'y a pas de différence majeure entre les deux terrains, de temps moins qu'il attribue les techniques de guérilla de son nouvel ennemi, le Viet Minh, à l'influence de ses anciens camarades Jet-Bug états-uniens. En effet, opposé au rétablissement de la colonie française en Asie, écoute très bien, Kana. En effet, opposé au rétablissement de la colonie française en Asie, les États-Unis soutiennent alors, au moins officieusement, le dirigeant de la coalition indépendantiste, Ho Chi Minh. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant là où les Français... Tu comprends maintenant là où la France tombe, non?
Je comprends. Donc, les Français sont au maquis contre les Japonais. Les États-Unis bombardent le Japon. Les Japonais perdent le territoire. Au lieu que la France occupe le territoire, c'est plutôt Ho Chi Minh qui va proclamer l'indépendance. Donc, comment ça se fait? Parce que les Américains étaient opposés au rétablissement de la colonie française en Asie. Quelqu'un peut expliquer ça? Quelqu'un peut expliquer ça, sachant le rôle que les Français avaient dans la guerre froide? Quelqu'un peut m'expliquer ça un peu? Qu'on ne met plus les étudiants à l'épreuve. Non, mais ça veut dire clairement que les États-Unis, depuis cette époque-là, avaient déjà pris le contrôle de la scène internationale et ils dictaient les choix. Et bon, le choix de cette époque-là pour eux, c'était que la colonie ou l'Asie, la partie de l'Asie est finie, il n'y aura plus de colonie en Asie. Ça, Parce qu'ils voulaient moi, s'assurer. les gens veulent monter sur les laves des gens, mais ils ne peuvent même pas fermer leur micro. Oui, c'est sûr de tous. Ça, c'est obvious, comme on dit en anglais. Les Américains, les Américains avaient le monopole de la force, si on peut dire comme ça, parce que ils étaient les premiers à avoir cette bombe atomique. Donc, avec ça, ils pouvaient intimider quiconque s'opposait à leur impérialisme. Donc, le cas du Japon, par exemple, ils n'ont pas, comment je vais dire ça, dessiné. Ils ont balancé ça à Hiroshima et à Nagasaki. Mais sauf que ce que je veux par exemple qu'on comprenne ici, c'est que donc le rôle de la France dans la guerre froide était un rôle bien défini. La France n'est pas une puissance qui a gagné une guerre, ni la première ni la deuxième. La France est simplement le pays là où est simplement ce pays-là que les Américains avaient choisi en Europe pour jouer le rôle de sous-traitance. Donc, les Américains, d'une part, traitent avec les Français. Ils peuvent dégager les Japonais du Vietnam, mais ils ne sont pas prêts à laisser les Français s'installer. Pourquoi? Parce que comment je vais appeler ça? Ça risque de donner trop de puissance à la France. La France risquerait de devenir une puissance rivale. C'est ça, non, Kana? C'est exactement ça le but de restreindre leur mouvement sur le continent asiatique. Voilà. On pourrait donc dire que la France est une puissance contrôlée, comme les indépendances qu'on a accordées de manière contrôlée. Tu as conclu exactement comme il faut. La France, depuis longtemps. La France n'a qu'être une colonie des États-Unis. La France n'a été qu'une colonie des États-Unis depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis le plan Marshall. C'est pour ça qu'on dit que la mémoire du général de Gaulle est mensongère. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit dans sa mémoire est faux. Quand il raconte comment c'est parce qu'il était trop fort que la France avait eu l'arme nucléaire, c'est faux. Ce sont les Américains qui dotent la France de l'arme nucléaire. Et on peut dire que les Français sont un peu comme cette grenouille-là qui veut se faire vache. Mais ça n'a vraiment jamais marché. Ouais, ça n'a jamais vraiment marché. En Afrique, par exemple, ce sont les États-Unis qui donnent le rôle de sous-traitance à la France en Afrique. Si les Français ont occupé 15, 16 territoires en Afrique, ce n'est pas parce qu'ils étaient forts. Ils n'avaient même pas les moyens. Les Français n'avaient pas les moyens même d'occuper même seulement 3 pays en Afrique. C'est parce que
C'est parce qu'ils avaient de l'autre côté l'aval des Américains. Avec le conflit Voilà des pourquoi, bailleurs de fonds américains. voilà pourquoi la Russie a été très peureuse de mettre son pied sur le continent. Parce que si c'était une histoire de France contre... si c'était une histoire des Français, par exemple, contre les Russes qui soutenaient les États nouvellement indépendants, hein, Guinée-Conakry, le Cameroun avec l'UPC, Ghana, Kwame Nkrumah, le Congo avec Lumumba qui n'a pas su jouer sa carte et tout ça. Si ce n'était que ça, si ce n'était que les Français, les Russes devaient débarquer sur le continent et faire leur fête. Mais c'est que, il est clair que lutter contre la France, c'était lutter contre l'OTAN, contre l'Occident, contre le capitalisme. Oui, j'ai écrit ça tout à l'heure là en haut, que justement, tu es en train de parler ça, ça m'allait parce que tu as parlé jusqu'à parler de l'Angleterre. Ça, et à cette époque-là, on dirait un OTAN ancestral, on dirait un ancien OTAN de l'époque. Parce que quand tu parles de la CIA de l'époque et tout, et moi je vois même les entités de l'époque comme l'OTAN là. Ce n'est pas, enfin, je veux dire que ces entités comme l'OTAN n'ont pas été créées aujourd'hui comme on le pense. C'est juste des collaborations qui se sont faites et au fur et à mesure du temps, il a fallu que ils officialisent ça aux yeux de tout le monde. Mais sinon, il y a déjà l'OTAN depuis les années 1930-1940 à travers des actions pareilles en Indochine. Ouais. La réalité, c'est que, Plutôt comme tu es en train de les contrôler par les États-Unis. ouais. Par exemple, en Afrique, beaucoup de gens se sont trompés dans, dans des analyses géopolitiques en pensant qu'ils pouvaient opposer les États-Unis à la France. Non. Les États-Unis peuvent eux-mêmes s'opposer à la France. Mais vous ne pouvez pas opposer les États-Unis à la France. Je reprends. Les États-Unis et les Français peuvent s'opposer. Mais vous ne pouvez pas, en tant que nègre, opposer les États-Unis à la France. C'est-à-dire, si vous faites un deal avec les Américains, croyant que le deal que vous avez fait avec les Américains va mettre du côté les Français, ce sera un très mauvais deal. Pourquoi? Parce que les mêmes Américains sont capables de s'entendre avec les Français et leur donner la possibilité de reprendre ce territoire-là. Et ils vont faire comme si quelque chose les a seulement échappé. La preuve, au Congo-Brazzaville, je reviens toujours sur ça. Pascal Lissouba a été très content de déclarer la guerre. En tout cas, il était certain que la guerre du 7 juin qui l'opposait à Sassou Nguesso et à la multinationale Elf, il était certain de gagner cette guerre parce qu'il devait avoir à ses côtés la grande puissance américaine. Oh, les Américains les ont laissés en plein vol. Ils sont tombés comme quelqu'un qu'on a poussé d'un avion. Les Américains se sont assis avec les Français. Ils ont eu un accord simple. Nous, on vous laisse faire ce que vous voulez au Congo. Vous nous soutenez dans l'autre Congo, de l'autre côté de la rive. Simplement dans le maintien de la MONUSCO. Donc, c'est tout. Vous voyez ce genre d'accord-là. Donc, on vous laisse faire ce que vous voulez au Congo. C'est votre précaré. Mater, massacrer tout ce qu'il y a, tout ce qui vivent là-bas. C'est pas notre problème. Nous, on veut votre soutien au Conseil de sécurité pour le dossier de la MONUSCO, dans le maintien de la mission onusienne au Congo. Maintenant, aux Africains de réfléchir. Si les Américains sont capables de passer un accord simplement pour le maintien d'une mission onusienne au Congo et laisser tout ce qui était présenté comme leurs intérêts dans l'autre Congo, il faut comprendre. Donc les Africains doivent parfois, comment je vais dire, reviser leurs leçons.
ils doivent s'appuyer sur ce genre de cas pour comprendre qu'ils ne peuvent pas faire confiance à l'un ou à l'autre. Parce que j'ai vu au Burkina Faso récemment les Burkinabés et les Américains faire copain-copain. Et, et c'est la France qu'on présente comme celui-là qu'on ne veut plus. Mais si vous dites que vous ne voulez plus les Français et que vous faites copain-copain avec les Américains, mais vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Parce que demain, les Américains vont vous lâcher en plein vol. Ils vont vous remettre dans les mains des Français de la façon la plus sale. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que qu'est-ce qui passe en premier, Cana? On met la priorité sur quoi? Les intérêts d'abord. Oui, sur les intérêts, mais il y a un autre mot que je voulais que tu utilises. Qu'est-ce qui prime? C'est l'idéologie, Cana, c'est l'idéologie. C'est le capitalisme qui prime. Oui, mais quand je parle des intérêts, j'ai juste voulu, parce que dans ma tête, j'avais deux thèmes. Les intérêts, le capitalisme. Ça, c'était les deux mots que j'avais. Oui, c'est ça. Ce sont les intérêts, bien sûr, mais le mot que je veux, c'est l'idéologie. Parce que tout est idéologique. Toutes les luttes qu'il y a sur cette terre sont idéologiques. Ce n'est que les Africains qui ne savent même pas ce qu'on appelle idéologie. Il n'y a qu'en Afrique qu'on trouve ça. Les gens meurent comme ça que pour préserver cela. Cet ensemble de pensées-là. Parce qu'après tout, l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme. Donc, je disais que, en effet, opposé au rétablissement de la colonie française en Asie, les États-Unis soutiennent alors, au moins officieusement, le dirigeant de la coalition indépendantiste Ho Chi Minh. Le 2 septembre 1945, ce dernier proclame d'ailleurs la République démocratique du Vietnam en commençant par une phrase extraite de la déclaration d'indépendance des États-Unis, cherchant ainsi à confirmer le soutien de l'ancienne colonie devenue une grande puissance. Mais si je ne vous avais pas lu ça, dans les débats, on vous fera comprendre comment les Vietnamiens et les Américains, c'était l'eau et le feu, c'est monté, c'est descendu. C'est ça on vous fera comprendre ça, non? Mais pourtant, ce sont les Américains qui ont donné l'indépendance au Vietnam. C'est ça ou ce n'est pas ça, Cana? C'est ça. Exact. Voilà. Exact. En tout cas, moi, c'est parce qu'on est très concentré sur un point bien précis aujourd'hui. Mais c'est de la même façon quand même que les États-Unis, même pas que d'une certaine façon. C'est de la même façon que les États-Unis ont décidé de bâtir la Corée du Sud comme étant le modèle de ceux qui vont et celles qui vont suivre le capitalisme. Donc, voilà. C'est pour ça que les Sud-Coréens pensent qu'ils sont mieux que les Nord-Coréens. Parce qu'ils regardent, on leur a conçu des belles plages, des grands immeubles, et ils s'habillent en veste, ils font tout comme les Américains, ils sont sûrs qu'ils sont mieux que que leurs voisins. Parce que ceux-là, ils n'ont rien compris, ils sont un peu comme les Rwandais, c'est un peu le Rwanda d'Afrique. Les Nord-Coréens défendent ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils préfèrent mourir pour l'idéologie. Ils préfèrent garder et en tout cas rester original. Ce que les Africains n'arrivent pas, en tout cas c'est le combat le plus difficile à mener en Afrique. Ramener les Africains dans l'originalité, leur faire comprendre qu'ils ont une identité, qu'ils doivent arrêter de s'identifier aux étrangers, aux colons. On parle comme le colon, on s'identifie au colon, on s'habille comme le colon, on mange comme le colon, hein?
on rit comme le colon. On fait tout comme le colon. Tout. Jusqu'à ce que quand on veut faire des choses, hein, en tenant compte de nos cultures, ça devient un objet de moquerie. Il est en train de manger avec les mains. Et regarde déjà comment il s'habille. Et il rase sa tête. Et mon frère, ah non, c'est quand même compliqué, hein, l'aliénation culturelle. Ah, il ne parle pas bien français. Et il aime trop parler le patois, comme ils disent. Ils disent même pas que langue d'origine. Il aime trop parler le patois. Ils aiment trop parler le patois quand ils sont entre eux. Ils parlent trop leur patois. et ceux qui disent ça ils sont secs, ils sont sûrs, mais qui sont en train de se moquer des gens. Pourtant, c'est ridicule à un point, mais les gens ne peuvent pas imaginer, c'est ridicule. Quand tu écoutes un Africain traiter l'autre d'analphabète parce qu'il ne parle pas bien la langue d'autrui. Mon frère, en Afrique du Sud, on ne définit pas l'intellectuel par la manipulation de la langue de Molière ou bien donc comment je vais dire, la langue de comment on appelle ça chez les Anglais là, c'est le nom de qui qu'on mettra devant. Non, c'est pas ça. En Afrique du Sud, le journal passe d'abord. L'anglais, c'est Shakespeare. Ok, voilà, merci. En Afrique du Sud, Shakespeare, voilà. En anglais, en Afrique du Sud, le journal passe d'abord en langue locale. Et puis l'anglais viendra après. Quand vous tombez sur les Sud-Africains dans la rue, ils ne parlent pas anglais. Ils parlent leur langue. Il dit, les plus instruits ne parlent pas anglais, ils parlent leur langue. Ils ne peuvent pas être sur les forums sur quoi, je ne sais pas sur quoi, là, être en train de parler anglais. Ils n'ont rien à cirer de cette langue-là. Ils vont se mettre à parler anglais là où ils sentent que c'est obligé. Peut-être parce qu'il faut communiquer avec quelqu'un qui ne comprend pas leur langue. Il dit que même au lieu de travail, tu ne les écouteras pas parler anglais. Ils ne sont pas dans ça. Pourtant, c'est eux les derniers à sortir de l'apartheid là, en 1991. Pendant que nous étions déjà dans la phase où on nous imposait la démocratie. Mais jusqu'ici, ils sont beaucoup plus africains que nous. Malgré que vous allez parler de la xénophobie et machin. Mais j'aimerais aussi que vous me disiez si Nzotele, c'est une ville d'Afrique du Sud. Moi, j'ai fait un petit discours où moi je disais que je préfère 1000 fois subir que ce soit la xénophobie ou bien le racisme à l'extérieur que de vivre la haine tribale dans mon pays. Et chez moi, au Cameroun, j'ai le plus vécu de scènes où, en fait, j'ai beaucoup plus vécu de scènes de haine tribale par rapport à comment, depuis que moi je me balade à l'extérieur. Donc, s'il ne s'agit que de la xénophobie, de la haine tribale, au Cameroun, je suis beaucoup plus en danger qu'ailleurs. Exactement. Ouais, c'est propre. C'est propre. Ce rapprochement entre le Viet Minh et Washington se matérialise au même moment par la rencontre avec des agents de l'OS dont l'ancien CIA, dont Aaron Bank, Jed Burke, qui avait été parachuté dans le Massif central en juillet 1944. C'est ainsi que, 12 mois après avoir été parachutés ensemble en France, des Jed Burke se retrouvent dans les camps opposés en Indochine. Au-delà de ce jeu curieux des alliances, les mêmes techniques se retrouvent dans les deux camps, indépendantistes et colonialistes. Reste que Sassi surévalue à dessein le rôle de l'OSS
à la fois pour dénier la grande légitimité du Viet Minh et pour dénoncer l'aveuglement supposé des États-Unis sur son orientation communiste. Je dis bien, et pour dénoncer l'aveuglement supposé des États-Unis sur son orientation communiste. Quoi qu'il en soit, soulignons la conviction très marquée chez les membres des forces spéciales françaises alors engagées en Indochine de participer à un nouveau type de guerre qui appellerait à une nouvelle armée en rupture avec des concepts obsolètes. Avec l'arrivée du corps expéditionnaire au second semestre 1936, les tentatives de constituer des maquis pro-français sont abandonnées alors que commence la guerre d'Indochine, proprement dite. Les stratégies menées par un commandement français souvent changent. Non, pas changent. Les stratégies menées par un commandement français souvent changeant ne font que conforter le Viet Minh dans sa guerre de guérilla. Et à partir de 1949, ce dernier est en mesure de former une armée régulière grâce à l'arrivée d'un nouvel et puissant allié régional. Tout le monde sait ce qui est ce puissant allié régional-là. C'est la Chine. La Chine désormais dirigée par Mao Zedong, dont le communiste Mao Zedong, l'idéologue Mao Zedong, parce qu'on parle aujourd'hui du maoïsme comme idéologie. Le gars qui a fait appliquer en Chine la dictature du prolétariat. Ouais, Mao Zedong. La Chine désormais dirigée par Mao Zedong, qui est né en 1893 et qui est mort en 1976. Ce changement est spectaculairement illustré en octobre 1950 par la bataille de la RC 4, entre parenthèses, route coloniale 4. C'est ce que ça veut dire, RC 4, donc route coloniale 4, qui marque le retrait français de Saoban. Ce désastre pour les forces françaises, avec un bilan de 1800 morts et 2500 prisonniers, oblige leur commandement à revoir sa stratégie. Quelques mois plus tard, les forces spéciales et leur projet de maquis réapparaissent sous la forme du GCMA, donc Groupement de Commandos Mixtes Aéroportés, fondé le 17 avril 1951 par l'état-major du général Delattre, alors haut commissaire de la France en Indochine. Ça nous amène à parler d'une nouvelle stratégie maquisarde, financée par le trafic d'opium. Mais je vais laisser ça. Parce que c'est pas de ça qu'en réalité, aujourd'hui, je venais parler des 5 phases de la doctrine de guerre révolutionnaire. Je suis revenu là-dessus juste pour faire comprendre une chose. Que la façon dont nous analysons la géopolitique, faut vraiment faire attention. Mais Kolo, moi je constate qu'il y a beaucoup plus un problème de contre-espionnage à l'intérieur parce que il y a beaucoup de trucs qui se passent qui sont en sourdine mais qui sont exposés en même temps. Ça veut dire que les États-Unis, par exemple, comment ils arrivent à traiter avec le Japon et la France en même temps sans que ça ne fasse de vagues. Donc c'est un problème de contre-espionnage aussi. C'est mettre au grand jour. Quand on est fort, ouais. Quand on est fort, on prend les petits du quartier qui se détestent. On les aligne là, on leur dit ce qu'ils doivent faire, ils font. Tu comprends? Mais Oui, je sais aussi qu'il y a ce côté manipulateur là qui est très important dans l'enseignement. ça, non. Les Américains, ils ont le Japon dans la poche, ils ont la France dans la poche, ils ont tout ce monde-là dans la poche. Les Français vont venir sortir leur bouche en Afrique. Mais quand on sort du continent africain, là, la France ne parle fort à personne. Personne. Il n'y a que nous là, il n'y a que nous autres pour accepter qu'on nous mette ça par derrière sans vaseline. En plus, c'est l'Ambok qui nous fait ça. Et ouais, et c'est une Mbok qui nous tourne. L'Ambok qui nous fait ça.
C'est même là où ça fait vraiment mal. Hein, gars. Je dis que Tu te fais tout mal par une boque. Et, gars. Donc, on va laisser tout. euh, on va laisser l'histoire de la guerre d'Indochine, du Vietnam et tout ça. On va parler. On va parler. Je vais lire un peu l'institutionnalisation de la doctrine de la guerre révolutionnaire en quelques phrases. Après-guerre, vous connaissez qui est quand même l'homme, qui est l'homme derrière la doctrine de la guerre révolutionnaire. Vous avez déjà fait une recherche là-dessus. Quand on parle de la DGR, directement on colle un nom, une image. Vous savez ce qui? Non. C'est vrai que Canal a dit que je ne dois pas poser beaucoup de questions aux élèves. Ça l'air, la réalité, c'est que quand moi, je dis que moi, je n'ai pas été très bon très bon. En tout cas, je n'ai pas pu poursuivre les études comme vous, avoir tous les gros diplômes là. Hein, excusez-moi, hein, des universités coloniales. Mais moi, quand, quand j'étais sur les bancs, chaque fois qu'on sortait un sujet, je creusais beaucoup plus pour comprendre mieux. Et chaque fois qu'on revenait sur ça, j'étais toujours le premier à lever le doigt pour, pour prouver que je maîtrise ce sujet et que j'ai révisé mes leçons. Donc moi, quand on parle de depuis qu'on parle de la DGR, la première des choses serait de savoir c'est quoi la DGR, qui a été à l'initiative de la DGR. Donc, derrière cela, donc, quand on parle de la DGR, il y a un nom et une image. C'est le colonel Lacheroy. Donc, vous tapez sur un ordinateur la DGR, ça va vous donner directement le nom du colonel Lacheroy. Donc, on peut dire, si on peut lire, on peut dire Lacheroy ou Lacheroy. Je sais pas, je suis pas français pour savoir comment est-ce qu'on l'appelle là-bas. Donc, Colo, il faut excuser Cana, tu sais qu'il a beaucoup de femmes. Hein. La rétention, ce n'est plus trop ça. donc après-guerre, Charles Lacheroy poursuit sa carrière d'officier colonial dans un empire profondément ébranlé par les mobilisations nationalistes des colonisés, auquel le nouveau régime, entre parenthèses, gouvernement provisoire de la République française, puis 4e République, répond par bombardement et massacre. Donc, entre parenthèses, on a Sétif et Damas, 1945, Haïpon, 1946, Madagascar, 47-48. En 1949, il participe ainsi à la répression des militants indépendantistes en Côte d'Ivoire à la tête des Alaouites. Il y a un documentaire sur ça que l'un des gars d'Alain Foucault avait fait dernièrement. Donc, entre parenthèses, ce sont des supplétifs syro-libanais. La Côte d'Ivoire et le Liban, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Donc, je disais qu'il participe ainsi à la répression des militants indépendantistes en Côte d'Ivoire à la tête des Alaouites, des supplétifs syro-libanais. Quand on parle de syro-libanais, ça veut dire que ce sont des gens du Levant. Le Levant était composé de la Syrie et du Liban. Donc, toutes ces parties-là. Et pour la petite histoire, puisqu'on parle d'Indochine, il faut aussi parler du Levant. Parce que les Français n'avaient pas seulement perdu en Indochine, ils avaient aussi perdu au Levant. C'est ça qui fait que quelqu'un comme François Mitterrand, qui est le parrain de votre toutou qui est assis à Itoudi là-bas, c'est ça qui fait que François Mitterrand va sortir toute une stratégie pour, en tout cas, il va faire un rapport qu'il va déposer auprès de l'Élysée pour leur faire comprendre qu'il faut que les Français se concentrent en Afrique. Parce que ayant été ministre de la France d'Outre-mer, sur le continent, il avait fait ses devoirs. Il avait compris que c'était pas la peine de courir partout en Indochine et au Levant, alors qu'on pouvait se concentrer sur l'Afrique et avoir tout ce qu'on partait chercher là-bas. Donc, c'est comme ça
qu'il va dire qu'il faut que la France arrête de poursuivre 2 lèvres à la fois et qu'on abandonne, on abandonne tout ce secteur-là. On se concentre en Afrique. D'où, quand ils arrivent en Afrique, avec le fait que les États nouvellement indépendants étaient beaucoup, il y avait des États qui étaient beaucoup plus pro-soviétiques. Et dans le cadre de la guerre froide, il fallait empêcher que ces États nouvellement indépendants basculent dans le camp soviétique. Donc, les États-Unis vont faire revenir le général de Gaulle au pouvoir et ils vont lui donner cette mission-là de mater des guérillas indépendantistes en Afrique. Donc, le FLN en Algérie, par exemple, l'UPC au Cameroun. Bien. Donc, les pertes subies en Indochine et au Levant, c'était quand même élevé. Il ne fallait pas subir les mêmes pertes en Afrique. Voilà pourquoi ils se sont mis à investir beaucoup dans les pays comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire où il y avait des voies maritimes où ils pouvaient facilement sortir les matières premières. Donc, en début 1951, il a affecté, comme on l'a vu, par Delattre au commandement du secteur de Bienhoa en Cochinchine. C'est à partir de ces observations sur ce terrain qu'il formule bientôt la théorie de la guerre révolutionnaire. Donc voilà comment la doctrine, cette guerre révolutionnaire-là, voit le jour, et qui sera appelée une doctrine. Donc, on peut parler de son ascension, mais ça ne m'intéresse pas trop. Ou, si vous voulez, on peut parler pour plonger dans les 5 phases de la guerre révolutionnaire. Parlons alors de l'ascension éclair du colonel Charles Lacheroy. En novembre 1952, il prononce une conférence devant les officiers de son secteur intitulée « Une arme du Viet Minh ». Les hiérarchies parallèles. Expression qui deviendra son leitmotiv pour désigner l'entrelac d'associations chapeautées par le Parti communiste et censé enserrer l'ensemble de la population. Outre une vocation d'orateur, cette première conférence révèle à son auditoire de jeunes officiers des clés de compréhension de la guerre d'Indochine dans laquelle il s'enlise sans perspective. Son écho parvient au commandement militaire qui le nomme 6 mois plus tard à la tête du Centre d'études asiatiques et africaines. Centre d'études asiatiques et africaines. Vous comprenez très bien, à Paris, dans la CEAA. C'est là, durant les 2 ans qui suivent, que se déploie son talent de pédagogue auprès de centaines de jeunes officiers. Entre parenthèses, le centre dispose d'un cursus de 3 mois à des groupes d'une 60aine d'élèves, convertis en apôtres, entre guillemets, selon le mot de Lacheroy. Parmi ceux-ci, comme l'a relevé la journaliste française Marie-Monique Robin dans une enquête de référence sur l'influence de la doctrine de la guerre révolutionnaire au sein des armées latino-américaines des années 1960 et 70, se trouve nombre de fils d'eux, entre guillemets, dont ceux du maréchal Joseph Joffre, qui est né en 1852, qui est mort en 1931, et du général Augustin Guillaume, lui est né en 1895 et mort en 1983, chef des armées en 1954, qui l'invite à produire sa conférence devant tout l'état-major. Son texte est dès lors largement diffusé dans l'armée et Lacheroy est assailli de demandes de conférences. De Saint-Cyr à l'Institut des hautes études de la défense nationale en passant par l'École supérieure de guerre. Ce soudain intérêt du commandement de l'armée ne doit pas au seul lobbying des jeunes disciples de la doctrine de la guerre révolutionnaire bien introduit. La publication de larges extraits de la conférence de Lacheroy en première page du quotidien Le Monde, 2 jours consécutifs, 3 et 4 août 1954, joue aussi un rôle important dans cette ascension. Dans ses mémoires, Lacheroy présente cette publication comme fortuite. Un journaliste conférencier
CEAA, dans le Centre d'études Asie-Afrique, André Blanchet. J'espère que ce n'est pas le père de Patrick Blanchet. 1918-2002. Donc, date de naissance et date de la mort, ou date de décès. L'aurait supplié, entre guillemets, de lui remettre son texte pour le faire lire au directeur du Monde, Hubert Beuve-Méry, qui, entre guillemets, bousculant ses objections, en fit publier des extraits en dissimulant son nom. Ainsi, une quinzaine de jours après les accords de Genève qui mettent fin à la guerre d'Indochine, les conceptions de la guerre de l'Achoua sont en première page du journal de référence des élites françaises. Celles-ci peuvent, entre autres, lire ses considérations sur le régime politique. Je cite, « La propagande sur un fond de démocratie débonnaire, vénale et détendue perd les 9/10 de ses chances, alors qu'au contraire, elle atteint à son efficacité maximum sur le fond d'organisation pure et dure des hiérarchies parallèles. » Fin de citation. Il n'est pas certain qu'il se réfère ici au régime français. Il peut s'agir de la République du Vietnam, mais l'ambiguïté semble voulue. Et pour qui n'aurait pas compris qu'il convient de sérieusement revoir les standards démocratiques entre guillemets en les calquant peu ou prou sur ceux de l'adversaire. Le texte se termine ainsi, je cite, « Si elle ne trouve pas la réplique efficace à cette technique totalitaire, les démocraties continueront à jouer perdant, aussi bien dans le cas d'une guerre du même type que celle d'Indochine que le conflit cessant dans une lutte pacifique sur le plan électoral. » Quelqu'un peut m'analyser ça? C'est très gros ce que vient de lire là. Waouh, c'est vraiment gros. En fait, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que la doctrine de guerre révolutionnaire qu'il est en train de promouvoir ne s'applique pas seulement à des aspects militaires, mais ça s'applique à tous les aspects de la société, aussi bien politique, économique. Et en fait, le texte de cette époque-là est comme un texte préparateur afin de pouvoir mettre en place tout ce qu'ils ont mis en place dans les colonies. C'est un texte pour que les penseurs français puissent commencer à débattre dessus et à chercher des idées. Et des idées pour l'acceptation de la société française, pour que la société française accepte ce qui va arriver. C'est pour ça que d'ailleurs, ça a été très débattu en France à cette époque-là. C'est ça que moi je trouve aussi dans le texte. Oui, tu as une bonne analyse. N'oublie pas la question qui avait été posée lors de la première lecture. Tu te rappelles, non, la deuxième, non, la première. Je sais plus trop, première ou deuxième. Tu te rappelles la question? La doctrine de la guerre révolutionnaire est-elle un concept militaire ou non, il y avait un mot que je ne retrouve plus dans ma mémoire. Donc, comme pour dire, ou bien une nouvelle façon de voir le monde, de diriger le monde. Un nouveau paradigme, tu peux dire ça comme ça. Exactement. C'est ça. Donc, oui. Effectivement, ça nous renvoie. Ça. Réponds par oui, pas l'affirmatif. Exactement, ça nous renvoie à cette question-là. Donc, quand on parle de la doctrine de la guerre révolutionnaire, ça doit intéresser tous les colonisés. Il dit tous les colonisés de cette terre, tous les néocolonies, tous les pays, tout ce qu'on appelle le tiers-monde, tous ceux qui veulent se libérer de l'impérialisme devraient avoir pour base de connaissance ce que je suis en train de lire là, la doctrine de la guerre révolutionnaire. Donc ils doivent comprendre tout ce qu'on a mis dans cette doctrine-là. Parce que c'est ça qui est utilisé contre eux. C'est comme un parchemin, c'est comme
comment je vais dire ça? C'est comme c'est comme la Bible de l'impérialisme. C'est comme Ouais, leurs règles à respecter pour atteindre leur but. Et si nous, on ne lit pas quelles sont leurs règles, où est-ce qu'on s'en va? ouais. It's like a guideline. C'est ça. La doctrine de la guerre révolutionnaire. Mais c'est tellement depuis qu'on lit là, il y a des gens qui pensent que, mais, frère, les gars là parlent même de quoi? Est-ce que nous sommes en Iran ou en Ukraine? C'est ça. C'est pour ça que le gars vous fait comprendre que, qui n'est pas certain. On nous dit qu'il n'est pas certain qu'il se refait ici au régime français. Il peut s'agir de la République du Vietnam. Mais l'ambiguïté semble voulue. Quand il parle, quand il dit, quand il utilise ces mots, la propagande sur un fond de démocratie débonnaire, vénale et détendue perd les 9/10 de ses chances, alors qu'au contraire, elle atteint son efficacité maximum sur le fond d'organisation pure et dure des hiérarchies parallèles. C'est là où on nous dit qu'il n'est pas certain qu'il se refait ici au régime français. Il peut s'agir de la République du Vietnam. Mais l'ambiguïté semble voulue. Et pour qui n'aurait pas compris qu'il convient de sérieusement revoir les standards démocratiques, entre guillemets, en les calquant peu ou prou sur ceux de l'adversaire. Le texte se termine ainsi. Écoutez très bien, je cite. Si elle ne trouve pas la réplique efficace à cette technique totalitaire, les démocraties continueront à jouer perdant. Aussi bien dans le cas d'une guerre du même type que celle d'Indochine, que le conflit cessant dans une lutte pacifique sur le plan électoral. Donald Trump vous l'a dit ouvertement que il avait dit de sa propre bouche, hein, que parfois la dictature est une bonne chose. En tout cas, lui ne croit pas à la démocratie. Donald Trump ne croit pas à vos bêtises là, de démocratie là. Il ne croit pas d'abord à ça. Il n'est même pas d'abord dans vos rêves là. Démocratie, démocratie, démocratie. Pour eux, c'est une arme. La démocratie, pour les impérialistes, c'est une arme. C'est une arme de séduction. C'est une arme De persuasion. de persuasion. C'est une arme pour imposer la dépendance. C'est ça. Donc quand Ibrahim Traoré dit que si tu vois la démocratie telle qu'on nous la présente, la venir comme ça à gauche, à droite, toi, il faut fuir comme ça à gauche. Quand il dit ça, il parle terre à terre, comme moi j'aime l'habitude de parler là, terre à terre. Les gens ne comprennent pas. Mais c'est très profond. Le jour que les Africains comprendront ce qu'il venait de dire par là, que si vous voyez ça venir comme ça, fuir comme ça, le jour que les Africains comprendront ça, ils pourront se libérer. Quand on va dire comme Tu ça, vas voir les nègres de maison vont venir traiter les gens de panafricains, alors que eux-mêmes ils sont en plein dans la doctrine de guerre révolutionnaire. Ils savent même pas qu'ils sont à l'intérieur. ça, vous allez voir les Africains se lever pour combattre la seule chose qui n'est jamais vraiment existé en Afrique. Donc l'alliance par exemple des pays des États du Sahel. Ils vont combattre ça au nom de quoi? Au nom de la supposée démocratie. Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils savent de la démocratie? Qu'est-ce que les Africains savent? Colo, moi-même, je suis tellement choqué par cette position-là. Depuis combien d'années? Je dis, ça date de l'époque des résistances aux pénétrations étrangères, le ralliement entre deux peuples ou bien trois royaumes différents en Afrique. Ça date des années 1700, 1600. On n'a plus jamais vu ça depuis au moins ces 1600, 1700. Ce que l'AES est en train de faire là, en Afrique. C'est depuis l'époque des Samori Touré. Quand ils faisaient encore les résistances, ils se mettaient ensemble pour faire des résistances. On n'a jamais vu des peuples africains disparaître comme ça, se mettre ensemble pour résister. Mais on voit quand même certains Africains se lever avec leur large bouche
et dit comme quoi ce qu'ils font là, c'est rien, c'est zéro. Ils ne comprennent même pas le concept qui est derrière. Que ce sont les militaires, ils méritent d'être dans les casernes. Voilà. Le général de Gaulle était, Par exemple, le général de Gaulle était quoi? Il était un civil. Maréchal Pétain était quoi? Ceux qui ont dirigé les États-Unis là, jusqu'à une certaine époque, c'était pas Exactement. George Washington, c'était un général de l'armée. Les gens ne comprennent pas que tout le monde est passé par là et que nous devons passer par là. On ne dit pas que forcément, à la tête de tous les États en Afrique, il doit y avoir un militaire. Mais quand il y a un militaire qui a décidé d'imposer une idéologie, si c'est pour le bien-être du peuple, frère, oubliez ce côté militaire là, ce n'est qu'une tenue. Après tout, dans la majorité des pays, tout le monde passait par la formation militaire, non? Donc ça veut dire qu'en réalité, tout le monde était militaire. Moi, je pense que... Parce que quelqu'un met la tenue, on dit que non, c'est un militaire, il doit être dans les casernes. Ça, c'est juste répéter le langage colonial, le langage du maître. Mais Colo, ça c'est une des techniques de la doctrine de guerre révolutionnaire même. Justement, la réalité c'est que les Africains devraient se poser une simple question, qui est claire. Ce n'est pas quelque chose qui date. Ce n'est pas les vieux livres, comme on dit que je lis souvent. Ce n'est pas une histoire de l'époque, non. On peut seulement se concentrer en Afrique pendant ces 30 dernières années pour comprendre ce que c'est que cette histoire de démocratie. Ce sont eux qui avaient organisé une conférence à la Baule. Ce sont eux qui avaient dit à leur gouverneur à la peau noire, qui avait remplacé ceux qui étaient là à la peau blanche, que non, dorénavant, voilà le chemin à suivre. Mais en même temps, ce sont eux qui ont organisé toutes les guerres qu'il y a eu en Afrique depuis ce discours de la Baule là. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un peuple a voulu s'exprimer démocratiquement, ce sont eux encore qui ont mis la guerre dans ce pays-là pour dire que non, votre démocratie là, foutez-nous la paix avec ça. Et Jacques Chirac l'avait dit hors micro. Il avait dit qu'il faut bien que les dictateurs africains gagnent les élections. Sinon, ils ne les feront plus. Je reprends. Jacques Chirac lui-même, dans celui qui a remplacé Mitterrand, avait dit qu'il faut bien que les dictateurs africains gagnent les élections. Sinon, ils ne les feront plus. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour vos histoires d'alternance, de que le peuple s'est exprimé, quoi universel. Non, ça c'est, ce sont les choses ce sont les discours des salles de classe pour fatiguer les gens. Ils n'ont rien à cirer. Tout ce qu'ils veulent. L'autre qu'on a été venu demander à Kobiaki par quand. Tout ce qu'ils veulent, c'est préserver leurs intérêts. Et étant donné que la domination économique engendre forcément la domination politique, tout ce qu'ils font, c'est sécuriser leurs intérêts. Donc, si vous chantez trop au nom de la démocratie et qu'ils peuvent remplacer un Paul Biya, un Issa Chiroma, qui sont seulement les deux faces d'une même pièce, eux, ça les arrange. C'est ce qu'ils font au Sénégal depuis. Mais si vous chantez au nom de la démocratie et que vous venez avec un Maurice Kamto qui parle trop au nom de la décolonisation inachevée, mais il vous envoie chier avec ça et dégager devant nous. En 92, ils avaient dit à Henri Eko et sa bande que vous êtes les communistes, on n'a rien à foutre avec vous, on n'a rien à traiter avec les communistes, dégagez de là. Quand ces gens-là partaient réclamer la victoire de Ni John Fondi, c'est l'histoire du Cameroun que les Camerounais ne savent peut-être pas. Tous ces gens-là étaient allés à l'ambassade de France demander que, mais qu'est-ce qui se passe? Ni John Fondi a gagné les élections, c'est quoi le problème? À l'ambassade de France, on leur a
carrément vomi ça comme ça au visage, que vous êtes les communistes. On n'a rien à traiter avec vous, dégagez. Que tant que le gagnant sera un anglophone, Paul Biya sera président. Mais ça ne s'arrêtait pas. C'était parce que Ni Jong-un était anglophone, mais ça ne se limitait pas à cet antagonisme-là. C'était pas seulement linguistique, c'était aussi ethnique. Donc, 92, c'était Ni Jong-un parce qu'il était anglophone. 2018, c'était Moïse Kamto, il était Bamileke. Je vous rappelle que si il n'y avait pas eu l'affaire du bon diable en 2025 et que c'était par exemple, je peux prendre même quel autre Camerounais nationaliste qui n'est pas du MRC et qui pouvait jouer un bon rôle. Vous allez me parler de Baebek, mais moi je vais vous dire non. Non. Je vais vous dire non. Non, pourquoi? Parce que je ne lui fais pas confiance. C'est une blague. Baebek est trop louche. Donc, en gros, en 2018, en 2025, en dehors du MRC, s'il y avait un autre nationaliste, que ce soit, qu'il soit Bassa, qu'il soit, je ne sais pas, de n'importe quel ennemi, il y aurait eu le même discours. Hein. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y aurait eu le même discours. On aurait tout fait pour l'écarter. Ça ne devait plus être ni une histoire anglophone, ni une histoire bamileke. On devait maintenant trouver le moyen, toujours de sortir cette arme du bouc émissaire là, l'arme de l'ethnisme. On devait maintenant nous faire comprendre, si c'est un Bassa, on devait nous dire que les Bassa, vous voyez, c'est que depuis on ne vous parle pas des Bassa, hein, mais ils sont dangereux, les Bassa ils devaient sortir toutes les mauvaises histoires sur les Bassa, par exemple, si c'était les Bassa, si c'était un Bassa. Et on devait maintenant, tous les Camerounais devaient maintenant voir les Bassa d'une autre façon. C'est la doctrine de guerre révolutionnaire. C'est la doctrine de la guerre révolutionnaire, c'est simple. C'est-à-dire quoi? Il faut garder ceux qui appartiennent au cercle des initiés. On n'a pas le temps de reprendre la même chose tout le temps. Je veux dire de reprendre à zéro tout le temps. Vous renversez un Paul Biya, vous mettez un Maurice Kamto. Si on doit amener un Maurice Kamto dans le camp, dans le cercle des initiés, ça peut prendre même 3 ans, 4 ans. Et qui sait, peut-être que ça ne marchera même pas. Donc on n'a pas à prendre ce genre de risques-là. On garde hein, la doctrine. On maintient la doctrine telle qu'elle a été définie. Parce que si elle ne trouve pas la réplique efficace à cette technique totalitaire, les démocraties continueront à jouer perdant. Aussi bien dans le cas d'une guerre du même type que celle d'Indochine, que le conflit cessant dans une lutte pacifique sur le plan électoral. C'est très profond. Les Américains, au nom de la démocratie, avaient renversé les nationalistes au Nicaragua. Chez moi, là où le nom colonel Kariazine. On a organisé les élections. Ils ont fait ça partout. En Chili, hein, au Panama, un peu partout. Mais les mêmes Américains qui parlent au nom de la démocratie avaient renversé le président élu chilien. Donc quelqu'un qui a gagné les élections dans la transparence. On a envoyé la CIA à le renverser pour mettre au pouvoir l'un des plus pires dictateurs que la Terre n'a jamais porté.
allez alors comprendre. Les mêmes gens qui vous parlent de démocratie, c'est eux qui renversent un démocratiquement élu pour mettre à la tête du pays un dictateur. Vous voyez ça? Au Congo, les Français ont fait la guerre. Ils ont tué 1,5 million de Congolais pour enlever un démocratiquement élu et mettre à la tête du Congo un dictateur. Ils ont fait la guerre. Ils ont envoyé la légion étrangère au Gabon, mater les Gabonais qui s'étaient exprimés dans les urnes pour maintenir au pouvoir un dictateur. Ils ont fourni 50 millions de matériel de répression porté par le général Pierre Houchon au Cameroun en 1993 pour mater les Camerounais qui s'étaient exprimés dans les urnes pour maintenir le dictateur Paul Biya. Ils ont massacré toute une ethnie au Tchad. Ils ont cherché à effacer toute une race au Tchad pour que le démocratiquement élu n'accède pas au pouvoir pour maintenir Idriss Déby. Ils ont massacré les gens au Togo pour empêcher Gilles-Christ Olympio, le fils de Sylvanus Olympio, qui s'était fait assassiner par Étienne Eyadema, revenant de la guerre d'Algérie, et ses hommes, pour maintenir Eyadema au pouvoir. Ils l'ont fait au Togo. Mais on va citer quel pays et laisser quel. Donc vous qui parlez de démocratie là, partout où les gens ont voulu faire la démocratie, les mêmes gens qui vous parlent de démocratie, ce sont eux qui ont empêché qu'il y ait cette démocratie là. Ce sont eux. C'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun pays, aucun ancien précaré français où le peuple a choisi le président de son choix, le dirigeant de son choix. Et il a accédé à la magistrature suprême pour faire la volonté du peuple. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Je dis, dans une démocratie privatisée, au Sénégal, on a passé le temps à tromper les Sénégalais qui s'exprimaient dans les urnes et qui choisissaient leurs dirigeants. Pourtant, c'est faux. À chaque fois, on les présentait un bon diable, comme ça a été le cas en 2025 au Cameroun. À chaque fois, on les présente un bon diable. C'est tout. Et si Paul Biya n'avait pas été très rusé, parce qu'il faut dire la vérité, hein, parmi tous ceux qui ont gouverné les États dans ce monde, Paul Biya est l'un des stratèges du maintien au pouvoir. Il sait comment faire pour se maintenir au pouvoir. Et ça, s'il n'avait pas appliqué cela avec, comment je vais dire ça, mais s'il n'avait pas su le faire, il aurait dû plusieurs bons diables au Cameroun avant 2025. Plusieurs. Plein comme ça. La réalité, c'est qu'en 1996, la France avait déjà préparé Belbouba en remplacement de Paul Biya. Si jamais ce qui s'était passé en 92 se répétait en 97. Je répète, en 1996, la France avait déjà préparé Belbouba. De la même façon qu'en 2025, on a préparé Issa Chiroma. Pour empêcher que ce qui s'était passé en 2018 se répète en 2025. En 1996, on avait préparé Belbouba pour empêcher que ce qui s'était passé en 92 se passe en 97. Je vous l'informe. Donc à chaque fois, il y a toujours ce plan B là.
Parce que hier, quand j'ai dit dans un direct que Issa Chiroma n'était qu'un plan B, quelqu'un m'a demandé, quelqu'un a cru que j'étais en train de contredire Wilfried. Comme pour eux, on peut pas. Il y a des gens que quand ils parlent, on peut rien dire là-dessus. Ils se sont mis dans les commentaires à me demander qu'est-ce que je veux par là dire. Quand tu parles de plan B, c'est parce qu'en réalité, la France n'avait aucun problème que Paul Biya reste au pouvoir. Aucun. Mais si les Camerounais étaient prêts à ne plus laisser cette forfaiture-là passer, on avait préparé un plan B qui était Issa Chiroma. Donc il n'a jamais été un plan A. Et j'avais expliqué ça depuis le mois de juin. Même pas après que Maurice Kamto soit écarté. J'ai dit depuis le mois de juin. J'avais expliqué. Les vidéos sont là, vous avez suivi. Ça, pour arriver à ce niveau de maturité-là, il faut beaucoup se documenter. Vous qui suivez ces lectures-là, ne pensez pas que... La réalité, c'est que tous ceux qui suivent, qui travaillent avec nous, même si nous ne sommes pas nombreux, ne peuvent plus se faire tuber, ils ne peuvent plus se faire manipuler sur le plan politique n'importe comment. On ne peut plus les trimballer comme on a trimballé les diablotins. C'est des intensés. Non. Parce que à chaque fois, vous serez capable de dire, mais mon frère, vous ne racontez quoi là? C'est du déjà vu. On connaît tout ça. Vous allez leur répondre que non, on connaît tout ça. Laissez dégager avec ça. Changez de maillot. Quand on va venir vous parler on va venir que quand quelqu'un va arriver là sur un plateau télé, il va parler beaucoup français, il va croire qu'il vous a trop épaté. Vous allez lui dire que non, gars, tout ce que tu racontes là, c'est que des histoires à dormir debout. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que vous aurez comme âme cette lecture. Donc, je vais finir avec le colonel Charleroi pour tomber dans les 5 phases de la doctrine de la guerre révolutionnaire. 5 phases. C'est pas si j'ai réussi à lire les 5 phases. C'est pas facile. Donc, ces recommandations qui laissent transparaître pour le moins une animosité envers le régime démocratique n'effraient guère les dirigeants de ce même régime. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de lire. Ces recommandations qui laissent transparaître pour le moins une animosité envers le régime démocratique n'effraient guère les dirigeants de ce même régime. Vous pouvez bien comprendre ce que ça veut dire.